demain que le Premier ministre défendra le programme d'action du gouvernement 2012-2016. Les députés de leur côté sont en possession de ce document en vue de son examen avant l'investiture du gouvernement qui interviendra le mardi 8 mai. Qui sera le prochain président français pour les 5 années à venir? Eh bien ça se saura ce soir. Ce dimanche, les Français sont aux urnes pour départager François Hollande et Nicolas Sarkozy. Le taux de participation à ce second tour s'établissait à 30,6% à midi et il était de 34% lors de la présidentielle de 2007. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à tous. Je l'annonçais au sommaire, plus que 2 jours pour l'investiture du gouvernement Matata Ponyo à l'Assemblée nationale. Mais avant cela, le Premier ministre présente demain, lundi, le programme d'action. Les députés de leur côté sont déjà en possession de ce document en vue de son examen avant l'investiture du gouvernement. À travers ce document, son auteur se dit déterminé à apporter sa contribution dans les efforts en cours pour relever le défi de la révolution de la modernité. Et puis la Commission électorale nationale indépendante félicite la Cour suprême de justice pour la célérité dans le traitement de 519 recours enregistrés. Vous le savez, ces recours ont fait l'objet de 476 arrêts. La CENI se fait toutefois une autre lecture de la décision de la plus haute instance judiciaire en RDC. Suivez. Dans une correspondance datée du vendredi 4 mai, adressée au premier président de la Cour suprême de justice, Daniel Ngoïmoulunda Nyanga, le président du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, relève que certains éléments n'ont pas été portés à la connaissance de son institution, notamment ceux en rapport avec le remplacement de 32 députés. Selon le numéro 1 de la CENI, l'arrêt de la Cour suprême de justice ne renseigne nullement sur les annulations de vote en tout ou en partie et sur les failles retenues et qui ont eu d'après lui une influence déterminante sur les résultats des scrutins législatifs. La CENI croit que l'arrêt de la Cour est muet sur sa décision du 26 janvier dernier relative à l'annulation des résultats des élections dans les circonscriptions électorales de Kolé, Lomela, Ndemba, Kiri, Ikela, Punya et Massissi. Et pour mieux assurer l'exécution de cet arrêt, la CENI demande à la Cour suprême de justice de lui transmettre des éléments susceptibles de lui permettre d'exercer ses attributions et de pourvoir les 500 sièges de l'Assemblée nationale. Au Congo-Brazzaville, le séminaire international sur le développement s'est clos jeudi après une série d'échanges, d'expériences des participants venus d'Afrique et d'Europe. Ces pays ont en partage le français, des enjeux et perspectives du développement durable en passant par les opportunités qu'offre l'économie verte jusqu'à la responsabilité sociétale des entreprises et tant d'autres thématiques transversales. Et donc toutes ces questions ont été traitées pendant 2 jours à l'issue desquelles une déclaration finale a été rendu public. Et au sujet bien évidemment du rôle et de la participation de la République démocratique du Congo à ce séminaire, je vous propose d'écouter la représentante personnelle du chef de l'État Joseph Kabila, Isabelle Tshombe, qui a présidé également les échanges. La thématique de ce séminaire nous interpelle d'abord en tant que République démocratique du Congo, mais surtout en tant qu'organisateur du 14e sommet de la francophonie, puisque vous savez que notre thématique à l'occasion sont les enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale. Alors ici, la thématique est l'autre pendant de cette problématique qui est le développement durable, à savoir la réconciliation finalement entre le besoin urgent et immédiat de se développer et la prospective et la perspective, à savoir la préservation pour l'avenir aussi bien de la nature et aussi comment est-ce qu'on peut faire un développement dans un contexte de préservation aussi de l'environnement. Alors, le pays frère de Brazzaville savait, puisque le 14e sommet sera aussi le sommet de l'Afrique centrale, savait que c'était une problématique qui nous intéressait, donc nous avons tous été invités. Nous sommes en train de préparer une concertation francophone pour que la francophonie, les pays francophones du Nord comme du Sud, arrivent à parler d'une seule voix à Rio, parce que nous avons des intérêts communs à défendre.
Autre chose qui a également préoccupé nos reporters à l'issue de ces travaux, c'est celle de savoir si Kinshasa peut compter sur le soutien du Congo-Brazzaville quant à l'organisation du 14e sommet de la francophonie en octobre prochain. Le président de la Chambre de commerce de Brazzaville a répondu à cette question au cours d'une interview exclusive qu'il a accordée à Télé 50 et à RFI. Écoutez-le. Le président de la République du Congo-Brazzaville a été beaucoup plus précis. En plus de l'appui thématique, il y a aussi l'appui matériel et financier. Kinshasa et Brazzaville sont une même ville. Je pense que la réunion de Kinshasa, ce n'est pas seulement la réunion de Kinshasa, c'est la réunion de Kinshasa et de Brazzaville. Et Mme Tchombe, devant M. le Président de la République, l'a réitéré. Et je vais encore vous mettre à l'aise. En ce qui concerne le sommet, nous sommes tout à fait concernés. Et le contenu de nos travaux, la délégation de la RDC qui était présente a pris le contenu de nos travaux pour aller faire des amendements avec le contenu des travaux des uns et des autres dans le cadre de la préparation de cette réunion de Kinshasa. Autre actualité, en bref, la RDC connaît une pénurie d'accoucheurs selon les résultats des enquêtes menées par l'UNFPA, des résultats qui ont été présentés samedi à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des sages-femmes. Il faudra donc former au moins 14 000 accoucheurs pour assurer des accouchements sans danger sur toute l'étendue du pays. L'Union nationale des accoucheurs et accoucheuses du Congo réclame un statut légal pour la profession et selon son premier vice-président, la formation des accoucheurs est déficitaire. Les centres de formation manque de matériel. Jour J pour le deuxième tour de la présidentielle en France. Les Français sont aux urnes ce dimanche pour départager François Hollande et Nicolas Sarkozy. Quelques 46 millions d'électeurs sont donc appelés à choisir, comme je viens de le dire, entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Et c'est ce même dimanche à 20 h que les Français connaîtront le nom de celui qui dirigera la France dans les 5 prochaines années. Suivez. Ce sera soit le candidat socialiste François Hollande, soit celui de l'UMP Nicolas Sarkozy qui conduira la France jusqu'en 2017. Les deux hommes sont arrivés en tête du premier tour, disputé le 22 avril, avec respectivement 28,63% et 27,18% de voix. Les Français d'outre-mer et d'étrangers ont eux déjà commencé à voter dès samedi. Dans la métropole, c'est cette matinée que tout a commencé. Et selon les résultats du site lesoir.be parvenu à Télé 50 ce matin, François Hollande est en tête dans les départements d'outre-mer. Mais tous les résultats seront dévoilés au même moment que ceux de métropole, soit dimanche à 20 h, même si, comme lors du premier tour et malgré les interdictions, les premières estimations devraient circuler plus tôt sur Internet. La campagne du second tour a été âpre et discutée. François Hollande et Nicolas Sarkozy ont cherché à glaner des voix auprès des électeurs, s'étant portés sur les candidats non qualifiés pour le second tour. L'affrontement d'idées a été tout particulièrement houleux lors de l'unique débat de la campagne mercredi 2 mai, qui a été suivi par plus de 17 millions de téléspectateurs. Au premier tour, 20% des électeurs n'étaient pas allés voter, une abstention supérieure à celle enregistrée lors de la précédente présidentielle de 2007. D'autres élections dans le monde, ce sont les législatives en Grèce où l'on constate que l'austérité fait fuir les électeurs des grands partis. L'économie du pays est en déconfiture et des élections de ce dimanche, la Grèce s'attend à un bouleversement politique. Les deux piliers traditionnels, Nouvelle Démocratie et PASOK, risquent donc d'être sévèrement sanctionnés. Pour la première fois depuis la chute de la dictature des colonels en 1974, les électeurs pourraient tourner le dos aux deux grandes formations pour choisir les opposants à la cure d'austérité. Jamais autant de candidats et de partis ne se sont présentés. Au total, 32 formations sont en lice. Jugés usés et minés par le clientélisme, ni les conservateurs de la Nouvelle Démocratie, ni les socialistes du PASOK ne semblent être en mesure de remporter une majorité claire. Ce scénario est d'ailleurs le plus alléchant pour les bailleurs de fonds internationaux, car un gouvernement d'union nationale semble aujourd'hui le seul garant de la mise en œuvre du programme d'assainissement dicté par la Troïka, Commission européenne, Banque centrale européenne et Fonds monétaire international. Aucune période de grâce ne sera accordée au nouveau gouvernement. Pour bénéficier du versement du deuxième prêt accordé en mars, les créanciers exigent de nouvelles coupes budgétaires, d'un total de 11,5 milliards d'euros en 2013 et 2014. En contrepartie, ils promettent que ces économies, qui ont déjà abouti à une réduction de 6,5 points du déficit public depuis 2009, permettront une reprise dès la fin de 2013.
Dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Japon 2012, une première pour les léopards dames de moins de 20 ans de la RDC en déplacement au Nigeria. Les filles ont lourdement chuté, battues 4-0 par leurs homologues nigérianes, finalistes malheureuses de la dernière Coupe du Monde de la spécialité. Avant cette rencontre, les léopards avaient l'habitude de bien se comporter en déplacement et cette première défaite en 5 sorties pèse déjà lourd quant à espérer une probable qualification dans 2 semaines à Kinshasa lors du match retour. Nous allons également parler foot en Espagne avec les adieux de Pep Guardiola au Nou Camp et la barre de 50 buts jamais réalisée atteinte par Lionel Messi samedi dans la soirée en match de l'avant-dernière journée de la Liga. Loin de la Ligue des Champions et de la Liga. En attendant la finale de la Super Coupe d'Espagne le 25 mai, Lionel Messi a une fois de plus pulvérisé le record de nombre de buts jamais réalisés par un joueur en une saison grâce à un quadruplé inscrit lors de l'avant-dernière journée du championnat espagnol face à l'Espagnol Barcelone au Nou Camp. Dès la 12e minute, l'Argentin trouve les chemins défilés sur cette balle arrêtée. Ahí va Messi, golpea la pelota, gol! 64e minute, Messi s'est fait justice sur ses pénaltys. Barcelone mène 2-0. 10 minutes plus tard, bien lancé, Léo réussit son contrôle en pleine course et va défier les gardiens adverses pour se rapprocher de la barre des 50 buts qu'il atteint 5 minutes après ses buts sur ses pénaltys à la 79e minute. Deuxième quadruplé de l'Argentin réussi cette saison. Il n'y a pas mieux en guise des adieux à Pep Guardiola, ovationné par le public et ce joueur pour ses derniers matchs au Nou Camp avant les 2 derniers encore en vue. Messi, lui, atteint un record absolu des 72 buts, toutes compétitions confondues. Voilà, merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. L'actualité continue avec dans un instant la revue de presse.